Bien, bonjour, bienvenue à ces midis que nous organisons très régulièrement. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qu'on aime beaucoup à l'IREMO, c'est François Nicoulot, qui est un diplomate et qui est un des meilleurs experts du nucléaire en général et de la question du nucléaire iranien dont il va nous parler tout à l'heure. Vous avez été en poste, je crois, aux Nations Unies. Vous avez été aussi à Berlin, à Bombay, à Budapest et aussi, entre autres pays, mais alors très important, Téhéran. Vous avez été ambassadeur à Téhéran et vous l'avez été à une époque où eh bien, les prémices de cette affaire ont commencé, puisque, si je ne me trompe pas, le début, c'est en 2002 qu'on découvre que les Iraniens n'avaient pas tout à fait tout déclaré à l'AIEA, et qu'à partir de là, il y a eu les premières négociations, d'abord l'AIEA, puis ensuite les négociations politiques avec un trio de ministres des Affaires étrangères européens. On l'oublie quelquefois. Il y avait Dominique de Villepin pour la France, je parle sous votre contrôle. Il y avait Joschka Fischer, John Stroh aussi. Voilà, c'était le trio des ministres des Affaires étrangères et qui avait abouti, enfin pas abouti, mais ils avaient vraiment fait avancer assez largement une négociation. Et donc, vous avez suivi ça évidemment à l'époque. Donc vraiment, c'est une affaire très importante. Alors, je vais pas en dire plus, sauf peut-être un mot sur... Parce qu'on va utiliser souvent, enfin vous avez sûrement parlé du TNP. Alors le TNP, alors, je ne sais pas si vous êtes tous versés dans les questions du nucléaire, mais je voudrais dire juste un mot sur le TNP. Le TNP, d'abord, le voici. Le voici. Et si j'ai apporté le TNP, c'est pour dire... D'abord, c'est un texte qui est très court. Il a 11 articles. Et c'est un traité qui a été signé en juillet 1968, qui est entré en vigueur en 1970. Et ce traité, je trouve que c'est un des bons exemples de ce que la diplomatie peut faire sur des questions d'une importance capitale, quoi. Alors, ça a été en fait une initiative à la fois soviétique, à l'époque américaine, suivie par les Anglais. Et je ne vais pas vous le résumer, et puis vous le ferez sûrement mieux que moi, monsieur l'ambassadeur, mais en quelques mots, c'est un texte qui dit 2-3 choses très simples. Et ensuite, la mise en œuvre de ces choses très simples sont d'une complexité inouïe. Qu'est-ce qu'il dit, le traité ? Il dit que les États qui disposent de l'arme nucléaire eh bien, s'engagent à ne rien faire pour permettre à d'autres États de se la procurer. Je résume, c'est cet article 1. Et à ce moment-là, quels sont les États dotés de l'arme nucléaire ? Ce sont en fait les États qui l'avaient en 1967, c'est-à-dire en fait les États qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité, puisqu'il s'agit évidemment des États-Unis, de l'Union soviétique, de la Grande-Bretagne, de la France et de la Chine. Et donc, ce sont les États qui sont dotés, ce qu'on appelle dans le jargon les EDAN. Et puis, il y a d'autre part, tous les autres États sont dans l'autre catégorie, c'est-à-dire les États non dotés de l'arme nucléaire. Et les États qui sont non dotés de l'arme nucléaire et qui vont signer le traité, eh bien, eux, de leur côté, ils s'engagent à ne rien faire pour acquérir, de quelque façon que ce soit, l'arme nucléaire. Vous voyez, ce partage des eaux est d'une simplicité assez extraordinaire, étant entendu qu'ensuite, la réalité, c'est comment on fait. Bon, alors ça, c'est les 2 articles fondamentaux. Il y a un autre article très important, qui est l'article 6, si je ne me trompe pas, qui indique que pour chacun des États non nucléaires, qui n'a pas d'armes, eh bien, ils ont un droit inviolable, je ne sais plus le terme exact, si c'est ça, un droit inviolable pour pouvoir se doter du nucléaire à des fins civiles, pas à des fins militaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent parfaitement continuer leurs recherches en matière de développement civil. Donc c'est très important, et tous les États qui sont non dotés de l'arme nucléaire et qui vont signer le traité vont évidemment donner beaucoup d'importance à cette dimension-là, et les Iraniens faisaient partie de cela. Donc voilà le schéma. Bon. Et là, à partir de là, vous avez des États qui ont commencé à signer dans les années 70. La France et la Chine, par exemple, n'ont pas signé au début, ils ont signé beaucoup plus tard. Et puis, progressivement, disons dans les années 90, il y a eu vraiment une accélération du nombre de signataires, et notamment avec cette rencontre de 1995 qui a été très importante, puisque c'était le moment où on a décidé que le traité de non-prolifération des armes nucléaires serait à durée indéterminée, alors que jusque-là, en 70, on avait envisagé qu'il ne soit là que pour 25 ans.
D'où la grande conférence de 1995. Voilà le schéma. Et donc, maintenant, tous les pays du monde sont signataires du TNP, à l'exception de 3, qui sont l'Inde, le Pakistan et Israël, et la Corée qui en était membre et qui en est sortie, vous nous en parlerez sûrement. Et donc l'Iran est partie prenante du TNP, ce qui implique qu'elle est un État non doté d'armes nucléaires et qu'elle est soumise aux obligations du texte. Et en particulier, il y a un dispositif prévu dans le traité qui consiste à dire que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, doit être très vigilante et on s'engage à respecter les visites. Enfin, il y a tout un rapport avec l'AIEA. Voilà le schéma. C'est d'une grande simplicité. Donc voilà, donc il y a ceux qui ont l'arme et ceux qui ne l'ont pas, et donc c'est un moyen d'empêcher la prolifération. Je fais très bref, j'ai fait ça en 2 minutes, mais pour vous donner un peu le cadre, quoi. Évidemment, dans la réalité, c'est plus compliqué. Et puis, il y a un dernier mot, et je vous laisse la parole, monsieur l'ambassadeur, c'est il y a ce qu'on appelle, et c'est, je crois, très important, et c'est très peu connu, les conférences d'examen. Tous les 5 ans, il y a une conférence d'examen qui réunit l'ensemble des parties prenantes à New York et qui fait le point de 1001 façons avec des projets, des bilans, etc. Et je pense que vous en parlerez parce que ça a aussi un impact important sur le Moyen-Orient, puisqu'il y a souvent des dispositions qui demandent à Israël d'accepter une conférence qui pourrait conduire à ce que le Moyen-Orient soit une zone exempte d'armes nucléaires. C'est encore une autre façon d'empêcher la prolifération. Donc voilà le schéma. La réalité est beaucoup plus compliquée, et notamment avec l'Iran. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse la parole. Merci. C'était une excellente introduction, mais ça nous met tout de suite dans l'ambiance, en effet, des grandes questions de non-prolifération. Un mot sur le traité de non-prolifération nucléaire, ce fameux TNP. Une leçon qu'on peut en tirer, c'est un traité inégal. Donc c'est un traité imparfait, puisqu'il crée 2 catégories de membres, ceux qui ont l'arme et qui ont le droit de la conserver, et puis les autres qui ne l'ont pas et qui s'obligent à ne jamais l'acquérir. Donc beaucoup de gens lui reprochent d'être un traité, au fond, vicié par cette inégalité fondamentale entre les États membres. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque où il a été négocié, c'était la meilleure solution possible. Voilà, c'est donc... Et elle est encore aujourd'hui, ce traité est encore aujourd'hui la moins mauvaise solution possible. C'est la leçon générale qu'on peut en tirer, c'est que dans la négociation en diplomatie, il faut accepter des compromis, il faut accepter des compromis imparfaits, mais qui amènent quand même à protéger la paix, arriver à protéger pour un certain temps la paix. Cette problématique de l'imperfection d'un accord, mais qui est quand même mieux que rien, on va très vite le retrouver précisément dans l'accord passé en 2015 entre l'Iran d'une part, les 5 membres dotés de l'arme nucléaire, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, déjà cités, et l'Allemagne, qui se trouvait là, qui faisait partie du paquet, parce qu'elle était, au fond, dès 2003, comme l'a rappelé Jean-Paul, l'Allemagne, dès 2003, faisait partie du groupe des 3 Européens qui ont déclenché la négociation avec l'Iran. Un mot, nous allons quand même résumer les épisodes précédents, en effet, avant d'arriver au cœur de la problématique de l'exposé. C'est comment sortir de la crise, comment essayer de sortir par le haut. Donc, essayons de faire un petit flashback. On est en 2002-2003, en effet. Les Européens, 3 Européens, et il faut rendre hommage à l'époque à Dominique de Villepin, on peut en penser ce qu'on en veut sur d'autres sujets, mais là, il a pris une initiative courageuse en entraînant 2 collègues européens à se rendre à Téhéran pour négocier, à l'époque où tout le monde s'inquiétait de voir l'Iran construire une usine nucléaire d'une technologie très sensible, l'enrichissement de l'uranium. Les Américains, à l'époque, n'avaient pas du tout envie de négocier. Ils étaient à l'époque en Irak. Ils étaient encore dans l'ivresse, si vous voulez, de la victoire, de leur victoire en Irak. Ils n'étaient pas dans un état d'esprit de compromis. Et Dominique de Villepin arrive à entraîner 2 collègues européens pour essayer quand même de trouver un compromis. Ce compromis n'a pas été trouvé. Il n'a pas été trouvé, ou plutôt, là on est en 2003, il a fallu attendre 2013
pour que s'amorce une négociation décisive voulue par Obama, vous vous en souvenez, et qui a permis 2 ans plus tard donc de trouver un accord. Cette longue période, on a un peu négocié pendant tout ce temps-là, mais disons que le cœur n'y était pas, ni d'un côté ni de l'autre, sans doute. Et surtout, alors du côté européen, américain, occidental, il y avait une exigence qui était posée pratiquement comme préalable à toute négociation à l'Iran, c'était d'arrêter, d'abord de suspendre, et au fond, au final, d'arrêter tout développement de technologies sensibles et donc de démanteler ce que l'Iran avait déjà mis en place, c'est-à-dire une industrie de l'enrichissement de l'uranium. Et ça a bloqué. Et ça a bloqué donc de 2003 à 2013, pendant 10 ans, ça a bloqué toute possibilité de solution. Et finalement, Obama a fait le choix judicieux, c'est à partir du moment où on voulait trouver une solution, il n'y en avait pas d'autre. Là encore, c'est peut-être imparfait, mais il a dit acceptons que l'Iran développe cette technologie sensible à des fins pacifiques. Donc, et en effet, ce n'est pas interdit par le TNP, comme l'a très bien rappelé Jean-Paul, mais compte tenu de la sensibilité de la question, de toute la volatilité de la région, il faut quand même que cette activité sensible en Iran soit encadrée, surveillée de façon exceptionnellement étroite. Et donc on a instauré toute une série de règles acceptées par les Iraniens, de contrôle minutieux de tout le programme nucléaire iranien pour éviter précisément des dérives vers le militaire. C'est ainsi qu'on est arrivé à l'accord de 2015 où les Américains ont joué un rôle clé pour la conclusion de l'accord, mais donc soutenu par les Européens et soutenu, comme on l'a dit, par la Chine et la Russie qui faisaient partie du groupe des négociateurs. Voilà, on arrive à cet accord donc fondé, comme je disais, sur le principe acceptation des technologies sensibles, mais encadrement spécialement étroit par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais cet accord, pour Obama, encore fallait-il le faire accepter par le Congrès. Parce que le Congrès disait oui, mais cet accord, il faut le faire ratifier par le Congrès. Et Obama s'y refusait car il savait qu'il aurait beaucoup de mal à obtenir la majorité nécessaire au Congrès. Finalement, il y a eu un compromis entre Obama et le Congrès. Ça a été de dire le président américain donc devra tous les 3 mois certifier au Congrès que l'accord est bien appliqué par les Iraniens et que cet accord est bien dans l'intérêt des États-Unis. Et donc, à partir de juillet 2015, quand l'accord a été conclu, c'est un accord d'ailleurs qui n'est pas signé, hein, c'est une déclaration d'intention. Il est politique, c'est pour ça que c'est pas... Et ça, Obama y tenait beaucoup, parce que si on avait fait un accord en bonne et due forme, ça devenait un traité de droit international et ça obligeait précisément la ratification par le Congrès. Donc on est resté à l'idée d'une déclaration d'intention commune. C'est donc un accord politique, ce n'est pas un traité liant juridiquement tous les États. Il ne tient que dans la mesure où la volonté politique de l'appliquer demeure. Donc, Obama et bien entendu ses successeurs se voient dans l'obligation de certifier tous les 3 mois que le traité est donc bien appliqué et dans l'intérêt des États-Unis. Avec Obama, pas de problème. Quand on arrive à Trump, évidemment, Trump avait fait toute sa campagne, vous vous en souvenez, en attaquant cet accord, le pire accord que les États-Unis aient jamais signé. Et donc, quand il arrive aux affaires, il se trouve devant ce dilemme. Est-ce qu'il casse l'accord? Et là, il a des réactions quand même assez fortes des Européens, des Chinois et des Russes qui leur disent, écoutez,
cet accord quand même a de grands avantages. Voilà, c'est un accord, peut-être on peut le juger imparfait, c'est peut-être pas l'accord idéal, il a peut-être des défauts, mais c'était le meilleur accord auquel on pouvait arriver à ce moment précis. C'est un peu l'histoire de la même logique que le TNP dont on parlait à l'instant. Et donc, Trump hésite, et son entourage hésite quand même, parce qu'il y a des gens qui sont raisonnables, hein, même autour de lui, il y a des professionnels, ils écoutent, etc. Et Trump se trouve pris dans un dilemme. Faut-il trahir ses promesses électorales mais alors... voilà, et donc perdre de la popularité auprès d'un certain électorat, ou faut-il tenir ses promesses électorales, mais s'isoler dans le monde? Parce qu'à partir du moment où les États-Unis sortent de l'accord, évidemment, ça se fait il y aura une opposition violente des Européens, des Russes et des Chinois. Et bon, Trump tergiverse, etc. Puis à un moment, il n'en peut plus. Et le 13 décembre dernier, il décide, au bout arrivé à l'échéance des 3 mois, de ne pas recertifier l'accord, de ne pas déclarer, de ne pas signer le papier déclarant que l'Iran respecte ses obligations, alors que de fait, l'Iran les respecte. Hein. L'agent de l'énergie atomique qui s'occupe de contrôler le programme iranien dit il n'y a pas de problème, les Iraniens jouent le jeu, moi je n'ai aucun problème pour mener mes inspections rigoureuses, comme on disait, particulièrement rigoureuses. Mais bon, et Trump n'a plus qu'un seul argument, beaucoup plus vague, c'est de dire l'accord n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Et donc, le 13 octobre dernier, il fait une longue déclaration en annonçant les raisons pour lesquelles il n'a pas l'intention de recertifier l'accord. À ce moment-là, s'ouvre une période de 2 mois pendant laquelle le Congrès est censé prendre le dossier en main. Et le Congrès est censé élaborer des mesures tenant compte de la décision du président. Si le président dit que l'accord n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, il appartient au Congrès de prendre des sanctions à l'égard de l'Iran, de prendre toutes les mesures nécessaires qui conduiraient à la sortie de l'accord. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où nous en sommes actuellement, c'est que le Congrès, au bout de 2 mois, n'a pas pris de décision. Alors c'est quand même intéressant parce qu'au Congrès, il y avait quand même, et il y a encore, une majorité de gens hostiles à l'accord, et même profondément hostiles. Mais il y a quand même des parlementaires, même les plus hostiles, qui gardent un grain de bon sens et qui disent, voilà, maintenant que les choses sont faites, on était hostile avant que l'accord soit conclu, mais maintenant qu'il est conclu, le défaire, finalement, crée plus de problèmes que ça n'en résout. Et de fait, il est exact que si les États-Unis se retirent de l'accord, alors là, on entre dans une situation. Il y a plusieurs hypothèses. On entre dans le jeu des hypothèses. Si les États-Unis se retirent de l'accord, il y a 2 possibilités. L'Iran s'en retire également, disant à partir du moment où les États-Unis s'en retirent, il n'y a plus de raison que j'y reste. Mais à ce moment-là, l'Iran retrouve sa liberté en matière de développement de technologies sensibles. Il reste membre du TNP. Ça ne veut pas dire, comme on l'a écrit, qu'il est libre de fabriquer la bombe. Hein. Il est toujours lié par son engagement de ne pas acquérir la bombe. Mais il peut quand même, disons, tutoyer les limites de la fabrication de la bombe. Pardon. Voilà, on va arrêter ça. Et voilà, et il peut arriver à devenir ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est-à-dire un pays qui, tout en respectant ses engagements d'utilisation pacifique de l'énergie atomique, acquiert toutes les technologies en principe civiles. Mais c'est ça le problème du nucléaire, c'est que ce sont des technologies duales. Ces technologies civiles peuvent tout à coup être utilisées à des fins militaires. Et donc, si on possède la gamme des technologies en principe civiles, mais qui, légèrement modifiées, permettent d'acquérir la bombe, on devient ce qu'on appelle un pays du seuil. Donc, pour revenir
à ce que nous disions, si les États-Unis sortent de l'accord, l'Iran peut en sortir également et se lancer dans une stratégie qui le conduirait à devenir un pays du seuil prêt à franchir, en cas de nécessité, l'ultime étape, le dotant de la bombe, tout en restant en deçà de la ligne, donc respectueux du traité de non-prolifération. Il y a une deuxième hypothèse qui est envisagée, c'est que l'Iran dirait « Non, mais les États-Unis sortent de l'accord, moi je continue à respecter l'accord dans la mesure où il y a quand même encore cinq autres signataires, puisque les 3 Européens sont toujours là, la Chine, la Russie sont toujours là. Donc les États-Unis font ce qu'ils veulent, ils prennent les sanctions qu'ils veulent, mais moi, à l'égard des autres signataires, je me considère toujours lié par l'accord que j'ai passé donc en 2015. Voilà, ça c'est ce qui se passe si Trump sort de l'accord. Alors, est-ce qu'il va sortir de l'accord, précisément, puisque maintenant, il se retrouve devant ce dilemme. Alors, en octobre, le 13 octobre dernier, quand il a annoncé son refus de certifier l'accord nucléaire, dans sa déclaration, il a dit très clairement, voilà, le Congrès, maintenant j'en vois, c'est la responsabilité du Congrès de trouver une solution. S'il ne trouve pas de solution, moi, dans 3 mois, je décertifie l'accord. Donc, s'il tient sa parole, effectivement, il devrait sortir de l'accord. Il devrait sortir de l'accord. Est-ce qu'il va le faire? Alors ça, c'est la première question. Et ça, on sera fixé. La prochaine échéance, c'est le 13 janvier. Donc, on verra le 13 janvier s'il recertifie ou non. Est-ce qu'il va recertifier? Là encore, son dilemme. Ou je suis fidèle à ce que j'ai dit il y a 3 mois et je décertifie, ou je cède un peu à la pression qui va continuer à s'exercer de tous les gens à peu près raisonnables qui l'entourent et qui lui disent non, ça c'est la politique du pire, restons quand même dans l'accord. S'il sort de l'accord, on a vu les embranchements d'alternatives. S'il reste dans l'accord, ce qui est certain, c'est que les États-Unis resteront dans l'accord, mais de mauvaise grâce. Ils l'appliqueront en quelque sorte en ayant un pied dedans et un pied dehors. Ils respecteront à peu près la lettre de l'accord, mais ils continueront à infliger des sanctions à l'Iran sur tous les domaines qui ne concernent pas l'accord. Parce que l'accord, il faut bien le voir, ça c'était un choix qui a été fait dans la négociation, il porte strictement sur les questions nucléaires. Il ne s'occupe pas de toutes les autres questions qui soulèvent des problèmes avec l'Iran. Et il y a, disons, 2 grandes questions qui soulèvent toujours des problèmes avec l'Iran et qui ne sont pas résolues aux yeux des Occidentaux, aux yeux des États-Unis, et on verra bientôt aux yeux des Européens. Il y a la question du balistique, parce que l'Iran a un programme important de développement d'une capacité balistique lui permettant de frapper effectivement tous ses voisins, et notamment Israël, ce qui évidemment inquiète tout le monde. Donc, premier sujet non contrôlé, si vous voulez, et voilà, que tout le monde surveille avec beaucoup d'inquiétude, le balistique. Deuxième sujet, plus général, l'influence et l'influence croissante, la prise de contrôle croissante de l'Iran au Moyen-Orient, au Proche et Moyen-Orient, et en Syrie, en Irak, qui inquiète évidemment les monarchies sunnites, les monarchies du Golfe, la Jordanie en particulier, qui voient se développer ce qu'ils appellent un croissant chiite qui irait de Téhéran et même de plus loin que Téhéran, qui pourrait démarrer au Yémen, si on le considère comme chiite, en faisant un petit effort, les Houthis yéménites qui remontent le long du Golfe Persique. Il ne faut pas oublier qu'il y a des chiites tout le long du Golfe Persique, y compris en Arabie Saoudite. Il y a quand même 15% de population, 15% de chiites sur la frontière, sur les rives du Golfe, donc sur la partie est de l'Arabie Saoudite. Vous remontez comme ça, vous passez au Bahreïn, petit pays à majorité chiite, vous remontez au Koweït, où il y a à peu près 30% de chiites. Et là, vous avez l'Iran, l'Irak. Alors après, la Syrie,
est-ce que le régime alaouite, les alaouites ne sont pas des chiites, etc. Mais enfin, il y a une alliance stratégique Iran-Syrie, puis ensuite on arrive au Liban avec le Hezbollah. Donc on a une sorte, voilà, c'est le fameux arc chiite qui inquiète tout le monde, qui inquiète les monarchies du Golfe et qui inquiète évidemment les Occidentaux, qui inquiète énormément Trump, et ça revient continuellement dans ses propos. Donc voilà, si Trump ne sort pas de l'accord, j'allais dire, s'ils se sont obligés de ne pas sortir de l'accord, il se vengera en quelque sorte sur les autres sujets. Et il remettra une double dose de sanctions sur l'Iran, sur toutes ces questions sensibles qu'il considère comme non résolues. On en est là aujourd'hui. Alors, bon, vous pouvez me poser la question à 1000 francs, c'est que, bon, est-ce que Trump va vraiment sortir? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne parierai pas ma chemise, mais je penche plutôt vers l'idée que Trump ne sortira pas de l'accord, en effet, parce que il n'est pas suicidaire. Enfin, je pense que ça lui poserait quand même des gros problèmes, notamment avec les Européens. Il s'est déjà isolé sur pas mal de sujets. Ça rajouterait un sujet d'isolement. Il faut qu'il fasse attention. C'est intéressant de voir sur la Corée du Nord, par exemple, malgré tous les moulinets, malgré toutes les rodomontades, toutes les insultes, toutes les imprécations, finalement, bon, il ne franchit pas la ligne rouge. Hein. Il n'attaque pas la Corée du Nord, à juste titre. Donc, il a quand même un petit principe de réalité quelque part dans un coin de sa tête. Donc, il pourrait, mais je ne suis pas certain, mais enfin, une hypothèse, c'est donc qu'il ne sortirait pas de l'accord. Alors, on va parler un peu de la position française quand même qui nous intéresse, parce qu'elle est intéressante, parce qu'effectivement, notre président, voilà, il fait, selon la fameuse théorie du en même temps, là, il essaye en même temps de ne pas se brouiller avec Trump et de ne pas se brouiller avec les Iraniens. Voilà, donc il est un peu assis au milieu, là, si je peux dire. Et c'est un choix qui est astucieux, mais qui est difficile à gérer. Hein. Qu'est-ce que dit le président Macron, soutenu d'ailleurs en cela par l'ensemble des Européens? Là, il y a unanimité des Européens. Il dit non, il faut absolument préserver l'accord. Hein. Il est absolument hors de question qu'on touche à cet accord, et il est intervenu vigoureusement auprès du président Trump pour qu'il ne touche pas à l'accord. Il l'a même dit à la tribune des Nations Unies, à l'Assemblée générale, que cet accord méritait d'être préservé, que c'est, quoi qu'on en pense, en sortir créerait une situation bien pire, compliquerait, enfin, ajouterait un facteur d'incertitude à tous les nombreux facteurs d'incertitude et de crise qui parsèment déjà le Moyen-Orient. Donc là-dessus, il a pris une position très ferme et très claire. Mais il rejoint quand même Trump sur, à tort ou à raison, on pourra en parler, sur cette préoccupation de développement du programme balistique, et de l'influence croissante et inquiétante de l'Iran dans le Proche et le Moyen-Orient. Là, il insiste beaucoup là-dessus, évidemment, soutenu, vous avez vu, c'est intéressant, notre ministre des Affaires étrangères s'est exprimé tout récemment sur Antenne 2, je crois que c'est hier soir ou avant-hier soir, et en disant, il a repris un peu cette problématique, non à l'axe, il n'a pas dit l'axe chiite, mais c'était ça, à l'axe iranien qui irait de Téhéran à Beyrouth, quoi, à la Méditerranée, en passant donc par l'Irak et par la Syrie. Donc, sur ces deux autres points, balistique et influence régionale, là, notre président, au contraire, soutient la ligne de Trump, avec d'autres mots, peut-être pas avec la violence et ça, mais il reprend ces idées-là et il répète un peu en boucle, d'ailleurs, en direction des Iraniens, mais sur le balistique, il faudra absolument négocier, il faut trouver une solution, il faut encadrer votre programme. Alors là, on bute quand même sur une grosse difficulté, mais qui était prévisible. C'est que les Iraniens n'ont pas du tout l'intention de négocier leur programme balistique, avec un raisonnement qui a ses mérites, il faut reconnaître, quand on essaie de regarder les choses objectivement. Ils disent, nous, on était prêt à négocier le nucléaire, on l'a dit dès le début, qu'on était prêt à trouver une solution pour le nucléaire, parce que le nucléaire, fondamentalement, c'est une question civile.
c'est précisément notre programme est un programme civil, donc on n'a pas de problème de principe pour négocier. Mais quand on parle de balistique, on sort du civil, on entre dans le monde de la défense. Et la défense, c'est un autre sujet. La défense ne se négocie pas entre pays souverains. Quand on est un pays souverain, on n'accepte pas des contrôles comme ça à la demande d'un autre pays tout à coup. On peut éventuellement négocier des affaires de défense, mais il faut que ce soit sur un pied d'égalité entre pays avec un donnant-donnant. La France nous veut nous imposer des obligations en matière balistique. Qu'est-ce qu'elle nous offre en échange? Enfin, je veux dire, il n'y a absolument aucune raison qu'on passe sous les fourches codines des Occidentaux, parce que c'est le discours du président Macron, mais c'est également le discours de Trump. Il n'y a aucune raison qu'on accepte des contraintes, puisque aucun autre pays dans la région n'accepte des contraintes en matière de défense. Pourquoi l'Iran serait le seul à accepter des contraintes en matière de défense? Et l'Iran ajoute que, en plus, ce qui est vrai d'ailleurs, il dépense en termes de défense à peu près le 5e de ce que dépense l'Arabie saoudite, le 10e de ce que dépense l'ensemble des pays du Golfe. Donc il n'y a aucune raison qu'on joue à lui le désigner, on joue un peu les animaux malades de la peste. Pourquoi c'est lui qui devrait accepter des contraintes spéciales alors que les autres, on ne leur demande absolument rien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu compliqué pour notre président. Là, on est dans une phase un peu délicate parce qu'il a voulu prendre une initiative plutôt sympathique. Il a pris un risque politique, d'ailleurs, en disant « Moi, je suis prêt à aller en Iran. Vous l'avez vu, je suis prêt à faire une visite officielle en Iran. » Ce qui serait, c'est vrai, d'un point de vue symbolique, quand même un grand cadeau aux Iraniens, au régime iranien. Aucun chef d'état-major ne s'est rendu en Iran depuis la création de l'état-major occidental, européen occidental, ne s'est rendu en Iran depuis la création de la République islamique. Donc ça serait vraiment une première. Mais quand il tient en même temps le discours, il faut que l'Iran fasse des gestes en matière balistique, il faut que l'Iran lâche prise sur la Syrie et sur l'Irak, il faut que, comme il l'a dit récemment, il faut que les milices chiites qui se trouvent en Irak et qui sont parrainées par l'Iran désarment. Voilà, il a lancé des objurgations de ce genre. La réponse a été un peu, mais de quoi vous vous mêlez, quoi, les Irakiens, les Iraniens, mais de quoi vous vous mêlez, c'est pas votre affaire. Donc, à l'heure qu'il est, le voyage est quand même un petit peu compromis. Là. Il y a un blocage. Parce que les Iraniens ont un petit défaut, c'est que j'ai bien vécu quand on entre en négociation avec eux, quand on est en discussion avec eux sur un sujet quelconque, c'est que plus on insiste, plus ils se braquent. Alors ça, c'est clair. Mais ça, notre président, bon, il n'a pas encore, peut-être qu'il va temps comprendre ça. Certains ont bien raison de comprendre ça. Plus il répétera, mais l'Iran doit faire des gestes en matière balistique, etc., alors plus ça détruira toutes les chances d'obtenir des concessions de l'Iran sur ce sujet. Voilà, on en est là aujourd'hui, on a une situation quand même un petit peu compliquée. Incertitude du côté de Trump, on a vu, incertitude du côté français, qui a du mal à percer, si vous voulez, et on l'a donc percé sur le balistique. Quant à demander, en tout cas l'influence de l'Iran dans la région, c'est très bien de demander à l'Iran de se retirer de Syrie ou d'Irak, mais je veux dire, c'est Georges Bidault qui disait, on entre dans la négociation avec un 3 de trèfle et un 2 de pique, quoi. Enfin vraiment, c'est à peu près ça. On a malheureusement rien, on n'a rien à offrir, on est vraiment hors du jeu en ce qui concerne l'avenir de la Syrie, de l'Irak, etc. Il n'y a pas de raison qu'on nous fasse des cadeaux sur ce plan-là. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Alors ça, c'est tout ce qui coince. Alors vous allez me dire, une fois, les diagnostics sont en général assez aisés. Ensuite, pour sortir par le haut, c'est ça quand même le terme, le sujet de la conférence, pour sortir par le haut. Alors là, il faut rêver un peu. Effectivement, il faudrait modifier profondément nos façons de négocier. Mais théoriquement, si on essaie de bâtir quand même une sortie par le haut, pour ma part, je n'en vois qu'une seule, c'est parvenir à, non pas
disons, à agir par action directe sur l'Iran pour le forcer par des sanctions, par des pressions à faire telle ou telle chose, on voit que c'est bloqué, mais jouer par la persuasion de façon indirecte, essayer de faire passer le message et de convaincre non seulement l'Iran, mais la plupart des pays majeurs de la région, qu'au point où ils en sont, sur un certain nombre de sujets stratégiques, la non-prolifération, le balistique, il ferait bien de se mettre ensemble et d'en parler ensemble pour trouver des solutions. Et de dire, au fond, vous devriez faire un peu ce qu'ont fait peut-être les Européens dans les années 70-75, où il y a eu cette conférence pour la sécurité en Europe, où finalement l'Est et l'Ouest se sont retrouvés, sont parlé ensemble, voilà, autour d'une table, et petit à petit ont été élaborées des solutions qui finalement ont prospéré et ont donné des résultats. Voilà, alors ça serait déjà bien que vous parliez ensemble, parce que faire parler ensemble en ce moment l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est pas très simple, mais sur des sujets assez techniques finalement. La prolifération, c'est assez technique, le balistique, c'est assez technique. Il y a des façons de travailler ensemble, des façons de rapprocher un peu tous ces pays, d'adopter par exemple, il y a un certain nombre d'instruments internationaux qui sont autant de gestes de bonne volonté. Il y a ce qu'on appelle, je vais rentrer dans les détails techniques, ce qu'on appelle le code de La Haye. C'est un code de transparence en matière de tir balistique. Les pays qui le signent s'engagent à annoncer à l'avance qu'ils vont faire des tirs balistiques. Et ils s'engagent à dire à peu près les stocks de missiles qu'ils ont. Voilà, il n'y a aucune autre obligation. Ils font ce qu'ils veulent, mais on annonce les choses. Mais ça, quand même, ça fait baisser la tension et ça fait baisser l'inquiétude de la transparence. Et or, la plupart des pays de la région n'adhèrent pas à ce code. Ni l'Arabie Saoudite, ni l'Égypte, ni l'Iran, enfin la Syrie, et j'en passe. Voilà. Si on arrivait à pousser, si ces pays pouvaient se réunir sur des sujets techniques, il ne faut pas envoyer des fonctionnaires voilà, et qu'on oublie les grandes querelles géostratégiques et qu'on se dit est-ce qu'on peut signer cette affaire, est-ce qu'on peut le signer ensemble, voilà, ça serait un petit progrès. Voilà, ce serait des gestes qui pourraient être faits. L'engagement, un autre instrument international, c'est le traité d'interdiction des essais nucléaires. Alors ça veut dire que les pays s'engagent à ne pas procéder à des explosions nucléaires, même pacifiques, soi-disant pacifiques, etc. Bon, c'est un traité, effectivement, que la France a signé, les Européens ont signé, ça n'engage pas à grand-chose. La France a déjà pris l'engagement de ne pas procéder à des explosions, ça n'a fait que confirmer. Les pays qui ont signé le TNP, presque par définition, ça ne leur coûte rien de certifier qu'ils ne feront jamais d'explosion nucléaire. Mais voilà, d'un point de vue symbolique, ça a quand même une certaine force. Et pour la République islamique en particulier, si elle a signé ce traité d'ailleurs, mais elle ne l'a pas ratifié. Si elle le ratifiait, ça serait un signal de bonne volonté. Ça serait la première fois d'ailleurs que la République islamique adhère à un instrument, disons, de non-prolifération internationale, quand même assez visible, assez fort. Voilà. Alors, tout ça n'est pas très simple, parce qu'Israël, évidemment, n'a signé aucun de ces textes. Mais on pourra y revenir sur cette question. Voilà, enfin, l'idée, c'est de façon modeste, de façon discrète, essayer de pousser petit à petit les principaux pays de la région à se prendre en main eux-mêmes, en quelque sorte, pour essayer de faire baisser la tension entre eux sur 2 ou 3 points comme ça, assez significatifs en matière de non-prolifération nucléaire ou balistique. Voilà, je m'arrête là et je crois qu'on pourra ouvrir les questions. Bien, merci. Bien, mais merci beaucoup. Je me permets juste une question avant de vous donner la parole, évidemment. Ce que vous avez évoqué Israël, et puis depuis quelques jours, on a vu à quel point c'était dans l'actualité, et Trump a pris une décision qui est très particulière et, à mon avis, qui pose problème sérieusement par rapport au droit international, qui est d'avoir reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ça a fait beaucoup et ça va en faire beaucoup. Il y a beaucoup de conséquences qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, et celles qui sont peut-être les plus préoccupantes sont celles qu'on ne voit pas. Mais pour revenir au nucléaire, dans cette tension, c'est que tout de même, il y a une puissance nucléaire au Moyen-Orient, quoi. Et une puissance nucléaire qui, de
plus dispose de ce qu'on appelle la triade stratégique, c'est-à-dire l'Israël dispose de missiles pour emporter les ogives nucléaires, d'avions, de bombardiers, bien entendu, et aussi, avec le soutien de l'Allemagne, des sous-marins Dolphin. Et il va y en avoir, si c'est maintenant ou dans quelques mois, encore un autre sous-marin. Et ces sous-marins, ils sont en Méditerranée, mais ils sont très certainement aussi, on ne peut pas le savoir, dans le Golfe. Et ils sont dotés, très probablement, parce qu'il n'y a évidemment pas de publicité là-dessus, d'ogives nucléaires. C'est-à-dire qu'on a vraiment les trois éléments. Et c'est assez exceptionnel qu'un pays doté de l'arme nucléaire puisse... Par exemple, la France n'a plus cette triade, puisqu'on n'a plus de missiles. On a les bombardiers et on a les sous-marins, mais on n'a plus de missiles. Donc voilà, donc on est quand même dans une configuration où on retrouve ce que vous évoquiez tout à l'heure, une forme d'asymétrie quelque part, et ça renforce évidemment les difficultés, j'imagine. Donc ma question est là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudra arriver à mettre Israël dans le coup? Et là, évidemment, on est dans la complexité la plus totale. Et juste un mot, parce que je sais que vous avez suivi ça de très près, les conférences d'examen que j'évoquais tout à l'heure ont souvent demandé aux pays de la région, dont Israël, d'organiser une conférence pour réfléchir à faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires. Il y a même eu, c'était en 2010, une proposition d'une conférence qui aurait dû avoir lieu en 2012, si je ne me trompe pas, sur ce sujet. Évidemment, je dis évidemment, les contraintes, il n'y a pas eu cette conférence qui devait penser à faire du Moyen-Orient une zone exempte, une ZEAN, comme on dit. Alors, je voulais avoir un peu votre réflexion là-dessus. Oui, alors, évidemment, non, mais c'est une question, effectivement, on est forcé d'y réfléchir quand on travaille sur la région. Et, moi, je vais vous dire le discours que je tenais aux Iraniens, parce que je disais aux Iraniens qui se plaignaient effectivement du fait qu'Israël avait un arsenal nucléaire, alors que dans la région, donc exerçait évidemment c'est une forme d'intimidation, disons, sinon de dissuasion sur la région. Je leur disais, vous avez parfaitement raison, mais il faut choisir. Vous dites deux choses. Vous dites Israël ne doit pas avoir la bombe, très bien, et vous dites Israël doit disparaître de la carte. Là, on veut rayer Israël de la carte. Alors, il faut choisir un peu entre les deux, parce que tant que vous direz qu'Israël doit disparaître de la carte, ça encouragera évidemment, ça n'encouragera pas Israël à se débarrasser de son arsenal nucléaire. La clé, elle est là. D'ailleurs, Israël le dit, mais on n'est pas forcé de le croire. Mais enfin, si, il y a quand même quelque chose de vrai. Leur formule, c'est de dire le jour où Israël sera en paix et en sécurité dans sa région avec l'ensemble de ses voisins, ce jour-là, on pourra envisager effectivement de renoncer à notre arsenal nucléaire. Évidemment, ça met les choses probablement assez loin. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne l'Iran, il faut choisir un peu entre les deux discours. Vous ne pouvez pas demander les deux choses à la fois. Vous ne pouvez pas demander la destruction d'Israël et demander à Israël de se débarrasser de la bombe. Alors, on en était là. Alors la question se repose, effectivement. Chaque fois qu'on essaye de bâtir un système de sécurité un peu collectif, ce que je décrivais, essayer de mettre plusieurs pays autour de la table pour essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre d'instruments qui créent la confiance entre les pays de la région. On me dit, oui, mais Israël. Alors, ce que je disais, on revient. Alors, la réponse est toujours un peu la même que je dis aux Iraniens, mais ça ne tient qu'à vous d'inviter Israël. Si vous invitez Israël, il viendra. Je ne dis pas forcément qu'il sera d'accord avec tout ce qui sortira de la conférence, mais il sera très content de venir à la conférence. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre de l'absence d'Israël et de ne pas l'inviter. Vous ne pouvez vous en plaindre que si vous l'avez invité et qu'il a refusé. Mais évidemment, nous savons très bien que l'Iran n'invitera jamais Israël et probablement les autres pays de la région. Donc il faut faire sans Israël. Voilà, on arrive à une solution imparfaite, une espèce de coopération, un début de coopération, de transparence, comme je disais, entre les pays de la région, en l'absence d'Israël. À vrai dire, ça paraît irréaliste, mais ce n'est pas totalement irréaliste, parce que précisément, le traité de non-prolifération est signé par
tous les pays de la région, sauf Israël. Et malgré le fait qu'Israël ne l'a pas signé, les autres pays se sont résignés à le signer. L'Égypte a mis du temps, l'Arabie Saoudite, tous ces pays. Et bon, les Américains ont fait quand même pas mal pression pour qu'ils le signent, mais finalement, ils se sont résolus à le signer, donc à accepter de ne pas acquérir l'arme nucléaire, alors qu'ils savaient très bien que pas très loin d'eux, il y avait un pays qui, lui, avait un arsenal nucléaire. Voilà, donc il faut vivre avec... dans un monde imparfait, on ne peut trouver que des solutions imparfaites. Voilà. Et on en est là aujourd'hui. Bien, merci. Je vous en prie, si vous avez des questions à poser, certainement, ou des remarques à faire. Vas-y, monsieur. Bonjour, monsieur. Ma question, c'est sur les sanctions. Dans quelle mesure nos entreprises françaises peuvent continuer à commercer avec l'Iran au cas où Trump se retire ou Trump continue? On prend plusieurs questions peut-être, ou bien on va, Bon, comme vous voulez. Bon, je préfère les questions une à une. Moi, allez-y. Ça permet pas qu'après. Alors, là, en effet, c'est une bonne question. Parce que c'est à l'heure qu'il est, effectivement, pour les entreprises françaises, elles peuvent commercer avec l'Iran, alors que les entreprises américaines, sauf quelques cas particuliers, ne le peuvent pas. À vrai dire, au moins, ce système a un avantage, c'est qu'on n'est pas en concurrence avec les Américains, sauf sur un ou deux points qui sont l'aéronautique, puisque ça faisait vraiment partie de l'accord de 2015. C'était écrit noir sur blanc que les Américains s'engageaient, comme les Européens bien sûr, à vendre des avions à l'Iran. Et puis tout ce qui est considéré comme humanitaire, c'est-à-dire agroalimentaire et sanitaire, hein, tout ce qui est médical et sanitaire. Mais à part ces domaines assez particuliers, les entreprises françaises sont libres d'agir. Ceci étant, elles butent très vite sur le problème du financement. Et parce que pour financer, il faut avoir des banques. Et les banques européennes ont quand même toujours très peur des Américains. Et parce qu'elles ont subi de lourdes amendes pour avoir... pour ne pas avoir respecté le système de sanctions américaines dans la période précédente. Vous vous souvenez de la BNP qui a pris 8 milliards d'amendes. Enfin, BNP, il faut quand même le dire, a essayé de jouer au plus fin avec le Trésor américain et la justice américaine. Et ça, les Américains détestent. S'ils n'avaient pas essayé de cacher leur jeu pendant longtemps et de tricher en quelque sorte, ils auraient payé une amende moins lourde. Enfin, c'est une autre histoire. Enfin, les banques européennes sont terrorisées de se trouver à nouveau sous sanctions américaines parce que les Américains disent, théoriquement, vous pouvez faire des affaires, même aux banques européennes, vous pouvez faire des affaires avec l'Iran, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser le système financier américain. Malheureusement, alors qu'il est, quand vous faites des échanges internationaux, vous passez obligatoirement par le système financier américain. Même si vous changez des rials en euros, pour un millionième de seconde, ça va passer par un serveur aux États-Unis qui va les transformer en dollars avant de transformer ces dollars en euros. Donc le seul fait qu'il y ait une opération quelconque qui ait lieu aux États-Unis fait tomber l'opération sous le coup de la loi américaine. Donc voilà. Alors vous me direz, mais pourquoi on n'arrive pas à mettre en place des circuits qui éviterait complètement le dollar? On y songe, on va probablement y arriver, mais c'est des ingénieries extrêmement complexes et pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait au point. Donc, les banques, du fait de la timidité des banques françaises, de la peur des banques françaises, beaucoup de grands projets n'arrivent pas à être financés. Les projets moyens, petits, on trouve des petites banques qui ne sont pas exposées, disons, parce qu'elles sont en dessous du pouvoir séparateur de l'œil des instances de régulation américaines. Mais les grosses banques européennes, les seules qui peuvent financer vraiment des gros projets d'infrastructures, etc., n'osent pas encore y aller. Voilà, on en est aujourd'hui. Merci. Je vous en prie. Oui, bonjour, monsieur. Je pense que le projet nucléaire iranien date du Shah-Jahan. Tout à fait. D'autre part, pensez-vous que l'agression dont l'Iran a été victime en 1980, je parle sous votre autorité, n'a pas accéléré cette course à une arme pour se défendre? Il s'agit quand même de sa survie. Oui, oui.
Ah oui, c'est une très bonne question. Oui, et juste une troisième petite question. Pensez-vous que dans cette situation surréaliste que vit le Moyen-Orient, avec un pouvoir en Arabie Saoudite entre les mains d'un enfant, d'un jeune homme, est-ce que le pouvoir saoudien, Monsieur Netanyahou et la droite israélienne ne poussent pas Monsieur Trump, comme chacun sait, qui n'a pas beaucoup de... Enfin, on ne sait pas ce qu'il veut, dans une aventure de guerre contre l'Iran? J'ai déjà posé cette question. D'accord, oui. Bon, alors, en effet, comme le programme nucléaire iranien, alors, du temps du Shah, effectivement, il y avait le Shah, qui réfléchissait en termes de puissance, était très tenté par acquérir la bombe. Hein, ça y est, là. Et puis, il a hésité quand même. Il est arrivé à la conclusion, ça on le sait par les mémoires de son entourage, il est arrivé à la conclusion que posséder la bombe lui créerait plus de problèmes que ça n'en résoudrait. Ce qui était vrai, parce qu'il avait quand même l'URSS à sa frontière, il n'arriverait jamais à égaler l'Union soviétique et il se fâcherait avec les Américains. Donc il a fait le choix, on peut le dire, d'une politique du seuil, celle que je décrivais tout à l'heure. Développer un grand programme pacifique, civil, mais en acquérant à cette occasion toutes les technologies qui peuvent être détournées le moment venu s'il y a vraiment un besoin urgent vers une arme nucléaire et qui permet d'acquérir une arme nucléaire à ce moment-là, non pas en 10 ans ou 15 ans quand on part de zéro, mais en 1 an, 2 ou 3 ans. Voilà, c'est ce qu'on appelle la stratégie du pays du seuil. Quand le Khomeini est arrivé, comme tout ce qu'avait décidé le Shah était mauvais, il a annulé le programme nucléaire du Shah. Et puis, les gens sont revenus à la charge en disant, écoutez, non, ça serait quand même dommage de détruire tout cet acquis. Donc, il a redémarré tout doucement. Et puis, comme vous l'avez justement dit, il y a eu l'agression de Saddam. Et alors, Saddam a agressé l'Iran, c'est très clair. Quand on regarde les choses d'un peu près, on peut considérer qu'il a quand même été poussé à la faute, disons. Hein. Mais enfin, c'est un autre sujet sur lequel on pourra revenir. Mais bon, enfin, en tous les cas, c'est lui qui a déclenché les hostilités, c'est tout à fait clair. Et assez vite, l'état-major iranien, enfin, s'est dit, mais Saddam, on sait très bien qu'il veut acquérir la bombe. Lui, il s'en cache pas. Alors, lui, il l'a vraiment dit. Il l'a dit et écrit. Et on sait qu'il a un programme clandestin. On ne peut pas rester passif. Il faut que nous aussi, on lance un programme d'acquisition de la bombe. Donc, il y a eu un programme clandestin qui a démarré. Alors, il n'est pas allé très loin quand même. Il n'est pas allé très loin. Parce que c'est quand même compliqué de fabriquer une bombe. Dieu merci, il n'est pas allé très loin. Et puis, quand la guerre s'est achevée, le sentiment d'urgence a quand même disparu. Et quand Saddam est tombé, alors en 2003, il n'y avait plus vraiment de raison de maintenir ce programme clandestin. Et à ce moment-là, enfin, tous les renseignements qu'on peut avoir laissent à penser qu'il a été vraiment arrêté, définitivement arrêté à ce moment-là. Il n'était pas allé très très loin, mais bon, enfin là, il a vraiment été mis sous le boisseau. Voilà pour l'histoire du programme clandestin iranien. Hein. Mais l'Iran peut toujours conserver en tête, effectivement, l'idée, il n'est pas pressé, parce que l'accord nucléaire de 2015 est un accord qui a une durée limitée. Hein. Il faut pas, il a ces clauses, il y a différentes durées dans les clauses, mais disons qu'au bout de 15 ans, l'Iran retrouve à peu près sa liberté de manœuvre. Non pas de faire la bombe, hein, il reste toujours soumis au TNP, etc. Mais voilà, comme je disais, de tutoyer un peu les technologies sensibles tout en restant du côté civil et pacifique. Voilà. Voilà, voilà ce qui concerne cette question donc de l'accès à la bombe du Shah, enfin de Saddam. Alors l'autre question, effectivement, c'est Trump, Netanyahou, en effet, cette espèce d'enfant gâté qui est Mohammed bin Salman, pardon, et donc le prince héritier qui tient effectivement les rois, puisque son père est quand même largement Alzheimer alors qu'il est, et c'est lui donc qui pilote le pays. Alors, ce qui est certain, c'est que Trump pousse les Saoudiens à se rapprocher des Israéliens en ce moment,
Et il a un argument, c'est précisément la peur de l'Iran. Il dit, voilà, vous avez un ennemi commun, c'est le moment de vous rapprocher. Et donc, il y a pas mal de manœuvres souterraines. Ça n'a pas encore débouché, mais en effet, les rumeurs enflent sur l'idée, effectivement, d'un rapprochement, peut-être pas d'une reconnaissance officielle, mais certainement d'une coopération entre Israël et l'Arabie saoudite, sous le patronage et avec la bénédiction des États-Unis. Alors le rêve au fond des Séoudiens, ce serait au fond de pousser les Israéliens, eux, à entrer en guerre, à détruire le Hezbollah libanais, par exemple. Au fond, c'est un peu la situation idéale. Eux n'ont pas envie de faire la guerre à l'Iran, hein, malgré leur important arsenal. Ça serait quand même, ça leur poserait quand même de gros problèmes. Mais si tout ce qu'ils pourront faire pour encourager les autres, en effet, à déstabiliser, à gêner l'Iran, ça, c'est du pain béni pour les Séoudiens. Donc, voilà, on est là aujourd'hui, un peu, on va voir si ces manœuvres débouchent sur un résultat. D'autres questions ? Oui, ce que vous venez de soulever, là, ça ne va pas dans le sens de l'apaisement, je dirais, pour l'Iran, je veux dire, et d'abandonner son programme balistique. Je veux dire au contraire. Et est-ce que toute négociation, c'est vrai qu'une négociation des pays dans la région paraît importante, mais si on conserve simplement, je dirais, les pays arabes, est-ce qu'en même temps, pour le coup, la négociation de la dénucléarisation d'Israël et du règlement du problème palestinien ne serait pas nécessaire et d'apporter les dossiers en même temps, quoi, en fait. Hein, voilà. Ça serait, en conditionnant les résultats. Vous avez raison, ça serait la situation idéale, mais la situation ne semble pas mûre. La situation idéale serait, en effet, comme vous le dites, d'arriver à créer une espèce de dialogue de sécurité régionale qui pourrait commencer par des petits sujets, enfin des sujets techniques, hein, comme je disais. Par exemple, je pense, prenons par exemple le cas du traité de la renonciation à des essais nucléaires. Hein, voilà, le TIS, traité pour l'interdiction complète des essais, TICE en français. Voilà. C'est un traité, comme on l'a vu, qui ne coûte rien à personne, en fait, puisque tous les pays qui ont déjà signé le TNP pourraient adhérer à ce traité de renonciation aux essais. Hein, il n'y a aucun sacrifice supplémentaire. Mais, alors, moi, je suis absolument convaincu que si on invitait Israël autour de ce seul sujet, si on pouvait l'inviter, mais c'est évidemment théorique, il serait probablement d'accord pour le signer. Parce qu'Israël, bon, son arsenal est constitué, il n'a pas besoin de faire des essais. Il a fait un essai, il avait besoin vraiment à un moment ou à un autre, il a eu besoin d'un essai à la fin des années 70, qu'il a réalisé avec l'aide de l'Afrique du Sud dans l'Atlantique Sud. Un essai secret, mais qui a quand même été détecté, qui est un essai dans l'atmosphère, parce que ça lui permettait de vérifier que la bombe miniaturisée qu'il avait mis au point, qui est nécessaire pour être installée sur un missile. Tant que les bombes de première génération, c'est quand même des gros engins. Hein. Les bombes sur Hiroshima, Nagasaki, elles prennent une bonne partie de la pièce, elles prennent la moitié de la pièce. Bon, quand on met une bombe sur ça, c'est assez facile à faire. On n'a pas besoin d'essais pour ça. Avec des bons scientifiques, avec des bons renseignements qu'avaient les Israéliens, ils n'ont pas besoin de faire d'essais. Quand on miniaturise la bombe, c'est-à-dire qu'on arrive à la faire tenir dans un cône qui est à peu près de cette hauteur pour l'installer sur un missile, c'est un peu plus haut, enfin à taille d'un homme, un peu plus haut. Il faut quand même faire au moins un essai parce que c'est vraiment assez complexe. Et donc ils ont fait cet essai, donc ils n'en ont plus besoin. Ils sont certains que ça marche. Donc les Israéliens pourraient théoriquement
si on intervenait auprès d'eux-mêmes sans signer le TNP, signer le traité d'interdiction des essais nucléaires. Ça serait un pas dans la bonne direction. Je rêve un peu, hein. Mais voilà, je veux dire que sans l'idéal, ce serait effectivement de régler le problème israélo-palestinien et de faire venir les Israéliens à la table. Alors on pourrait discuter de tout, mais c'est supposer le problème résolu. Hein, voilà. Donc, mais dans l'attente, il y a peut-être des petits sujets de façon indirecte. Je ne dirais pas que les Israéliens viendraient à la table, mais pendant que les pays, l'Iran, les pays de la région en discutent, les Américains feraient pression sur les Israéliens, diraient pourquoi vous, au même moment, simultanément, vous ne signeriez pas ce traité. S'il y avait vraiment une espèce de conspiration, mais dans le bon sens, internationale, des pays amis, si vous voulez, de la région, y compris des pays spécialement amis d'Israël, sur un sujet de ce genre, je pense qu'on pourra arriver à du résultat. Enfin, en diplomatie, il faut toujours être optimiste. Hein. Je dis toujours, si vous n'êtes pas optimiste, n'entrez pas en diplomatie. D'autres questions optimistes? Ah oui, ma question n'est pas directement sur le nucléaire iranien. J'ai lu avec un peu d'étonnement M. Tariq Ramadan est intervenu pour donner raison au président américain en disant oui, effectivement, Jérusalem est la capitale d'Israël. Comment on peut l'interpréter? Est-ce que c'est derrière les frères musulmans? Est-ce que c'est le Qatar qui, quelque part, cautionne le Trump? Franchement, je ne connais pas la réponse. Il y a des gens imprévisibles. Il y avait Donald Trump, maintenant on a Tariq Ramadan. Peut-être qu'il aime bien qu'il y ait un peu d'huile sur le feu. Ça va peut-être permettre de trouver d'autres solutions. Mais c'est quand même loin du nucléaire. Donc si vous permettez, même si ça fait l'effet d'une bombe, c'est pas de même nature. Et donc je préférerais qu'on reste au nucléaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci pour votre intervention. Oui, alors moi je reviendrai sur le problème d'Israël en effet, parce que c'est vraiment un peu l'angle mort qu'on ne veut pas voir du problème. Et en effet, je ne vois pas comment on peut pousser l'Iran à des concessions dans le contexte actuel. Il y a une alliance qui est en train de se faire entre l'Arabie saoudite et Israël. Trump reconnaît Jérusalem, capitale d'Israël. Et vous disiez, bon, l'Iran menace de détruire Israël, etc. Mais vous savez, depuis au moins les années 90, voire 80, les insultes d'Israël à l'égard de l'Iran sont pas mal non plus. Hein. Pérez, depuis très très longtemps, disait c'est la menace numéro 1, etc. Donc tout le contexte fait qu'à la limite, je ne vois pas comment on peut amener, vu les positions occidentales, qui sont quand même... Bon, l'Europe a une position largement mieux que les États-Unis, mais dit le droit international, mais ne fait jamais rien contre Israël et s'empresse dès qu'on dit quelque chose vis-à-vis d'Israël. Juste après, on dit « Ah, mais c'est notre ami, et puis on a une coopération économique, etc. » Tout ce parti pris des Européens, enfin des Occidentaux et des Américains, fait que je ne vois pas comment on peut amener l'Iran à des concessions. Et à la limite, l'Iran ferait moins de concessions. Au niveau géostratégique, il pourrait même y perdre, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il y a une telle prise de position d'un côté qui est biaisée que l'amener à des positions plus accommodantes me paraît... on croirait presque qu'on veut pousser une intransition. C'est le raisonnement que tiennent les conservateurs iraniens, qui ne sont pas, dans leur genre, ils ne sont pas bêtes. Hein, et c'est ce qu'ils appellent, voilà, ils disent qu'il n'y a aucune raison, en effet, et ils reprennent, ce raisonnement se tient, hein, il a une logique. Et les Pasdaran, notamment, enfin tous les gens qui sont le cœur conservateur du régime, est en effet sur cette ligne-là. Il n'y a aucune raison, dans la situation actuelle, de faire des concessions au monde extérieur. Voilà. C'est une... il y a une logique interne, si vous voulez, à ce raisonnement qui se tient très bien. La difficulté, c'est qu'il ne résout aucun problème, quoi. Il maintient une situation bloquée. Alors, si on veut débloquer la situation,
personne ne peut faire des concessions le premier. Donc ça, c'est vrai. Certainement pas les Iraniens, certainement pas les autres, certainement pas nous, puisqu'on considère que les Iraniens sont plutôt en position de force sur un certain nombre de sujets, on a vu, dans l'influence régionale, etc. Donc, c'est très théorique, hein, on est toujours dans le raisonnement, mais la seule petite voie, le trou d'aiguille par lequel on peut cheminer vers une solution, c'est de trouver des concessions mutuelles et simultanées. Voilà, je crois qu'on en arrive toujours à cela. Il y a un moment d'ailleurs où, dans des situations bloquées, il y a un moment où tout le monde en a un peu marre et finalement on arrive à mettre sur la table. Il faut qu'il y ait l'opportunité, hein, il faut la fenêtre. La fenêtre de tir au bon moment, si je peux dire. Il faut qu'un peu partout, il y a des gens qui raisonnent un petit peu de la même façon, qui soient aux affaires. Mais voilà, c'est certainement par comme on disait, par des concessions mutuelles et simultanées qu'on peut arriver progressivement à débloquer la situation. Des petites concessions et puis voilà, mettre des petits cailloux les uns sur les autres pour essayer d'avancer quand même. Mais je reconnais que dans la situation bloquée actuelle, c'est encore théorique, c'est encore un vœu pieux, ça demande encore beaucoup de travail. Pardon, ma question est peut-être indiscrète, mais avez-vous eu l'occasion de rencontrer notre président pour lui transmettre votre grande connaissance de l'Iran dont on parlait? Vous êtes trop gentil. Non, j'ai pas eu cet honneur, non, j'ai pas eu. Mais j'écris pour le public, non. Enfin, je sais pas s'il lit les journaux, mais en tous les, enfin, non, je crois pas l'avoir beaucoup influencé jusqu'à présent, là, malheureusement. Mais je ne désespère pas. Je continue à écrire. J'ai écrit pendant une dizaine d'années. Je dois dire sur l'affaire alors précédente, que pour arriver. Pour la solution qui a été trouvée finalement en 2015, de déblocage de la situation, je dois dire que la construction de la solution, c'est ce que j'ai prêché pendant le désert pendant 10 ans. Là. Mais bon, tout finit par arriver, à un moment ou à un autre. Donc ça a fini par arriver. J'ai été satisfait. Je pense que Tillerson m'a lu parce que j'ai écrit un papier il y a une dizaine de jours en expliquant qu'avec la Corée du Nord, il fallait négocier sans poser de conditions, de préalables. C'est vrai, c'est une règle générale. Si on veut négocier avec quelqu'un, on ne pose pas de préalable. Si on pose des préalables, il ne faut pas parler de négociation. Ça a bloqué la négociation iranienne pendant longtemps. Et je vois que Tillerson a dû lire ce que j'ai écrit. Il doit lire le français, alors. Il doit lire le Figaro Vox. Parce que mon blog, voilà, il doit lire mon blog parce que 10 jours après, il a dit exactement ce que j'avais écrit. Donc, j'ai une petite satisfaction. Contre-courant. Voilà. Il doit être avec Trump en particulier à contre-courant. Absolument. Ça va pas être facile tous les jours. Espérons. D'autres questions? Non, moi je voulais juste dire que vous parliez d'inviter Israël à la table de négociation sur le nucléaire. Mais moi je pense que ils peuvent venir, c'est sûr, puisqu'ils ont déjà tout eu. On leur a tout accordé, donc c'est vain, hein, je veux dire. On peut les inviter, ils peuvent venir ou ne pas venir, mais ils ont déjà tout obtenu, puisque l'Allemagne leur donne les sous-marins Dolphin, ils ont déjà l'arme nucléaire, ils ont déjà l'arme nucléaire miniaturisée, ils ont fait leur essai. Moi, je ne vois pas ce qu'ils espèrent de plus. Ils sont gagnants sur toute la ligne. Alors, vous disiez qu'il fallait que certains mettent un petit peu d'eau dans son vin, mais il y en a vraiment un pays qui ne met jamais d'eau dans son vin et sur lequel on ne fait jamais de pression, c'est bien le pays d'Israël. Voilà, donc je ne vois pas comment les autres peuvent faire des concessions. On leur dit, bon, soyez un petit peu compréhensifs, voyez, essayez d'eux. Mais ceux-là, on ne leur met jamais la pression. Donc ça n'avance pas. Et ça n'avance pas parce qu'il y a un blocage de leur côté. Et ils sont triomphants à chaque fois parce qu'ils ont les États-Unis et même l'Arabie derrière eux maintenant, quoi. Donc je veux dire, c'est une situation, moi, il me semble, qui se bloque de plus en plus. Et pas du tout dans le sens de... Bon, il y a des petites avancées, c'est sûr. Mais il y a quand même vraiment un gros blocage actuellement. Hein. Voilà. Oui, je pense pas. La tendance, c'est bien ça. Mais je dis, mais simplement, je dis qui est triomphant actuellement dans le Moyen-Orient. Non, vous avez raison. Enfin, bon, je peux qu'être d'accord avec vous. Simplement, je dis que vous dites Israël pourrait venir s'il est invité, mais on va dire, mais on ne l'invite pas. Alors, est-ce qu'on a raison de ne pas l'inviter? C'est ça la question.
là, la question est ouverte. Hein. Est-ce qu'on a raison de ne pas l'inviter? Je ne parle pas d'une reconnaissance, on n'est pas encore là, mais de l'inviter dans un endroit neutre, enfin, à New York, de faire des réunions techniques, vous voyez, entre... La conférence de 2012 était tout de même... Oui, voilà. Une invitation à la conférence de 2012, non? Oui, alors ça, qui a capoté, effectivement. Celle-là a capoté, que les Américains et les Israéliens, bien sûr, l'ont torpillé, effectivement. Mais c'était une conférence publique. Voilà, c'est une grosse affaire. Je ne dis pas que ça peut déboucher, mais enfin, voilà, là, on en est là aujourd'hui, effectivement. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Hein. Mais, je veux dire, il ne faut pas désespérer d'obtenir à un moment ou un autre. Netanyahou n'est pas éternel. Là, il est quand même en difficulté. Je ne sais pas qui lui succédera, mais quelqu'un va lui succéder un de ces jours. On peut peut-être obtenir des concessions d'Israël. Comme je dis, les concessions, on ne pourra les obtenir que si c'est mutuel et si c'est simultané. Voilà. Est-ce qu'on peut bâtir un système de petites concessions mutuelles et simultanées? Ça peut commencer par des choses très très simples, quelquefois des pactes de non-agression, des contrôles mutuels, des inspections mutuelles. Mais regardez quand même dans des situations, Dieu sait s'il y avait une hostilité structurelle entre les États-Unis et l'URSS, voilà, c'est du temps de Reagan, tout ça, et même du temps de Nixon, ça ne les a pas empêchés d'arriver à des concessions mutuelles, à des traités, certes imparfaits, mais quand même de limitation des armes nucléaires, voilà, qui étaient mieux que rien. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est mieux que rien. Tout ceci il faut accepter des choses très imparfaites et très insatisfaisantes, mais qui sont toujours un petit plus par rapport à l'existant. Je sais que vous avez aussi traité de la Corée du Nord, et ça serait peut-être intéressant un instant de faire une comparaison entre la situation dont on parle depuis tout à l'heure et celle de la Corée du Nord. Les paramètres sont très différents, mais ça touche à une question qui est la question de la non-prolifération. Et avec la Corée du Nord, c'est loupé, si je puis dire, puisque maintenant c'est une puissance qui semble avoir un armement nucléaire. Alors comment estimez-vous cette comparaison? Et puis plus largement encore, dans ce système de non-prolifération qui a donc démarré avec le traité de non-prolifération de 1970, aujourd'hui en 2017, quelle est votre appréciation du système de non-prolifération quel est votre diagnostic? Oui, plus largement. Oui, tout à fait. Donc les deux questions. Alors pour la Corée du Nord, en effet. Alors la Corée du Nord n'a pas encore d'arsenal nucléaire. C'est pour ça que la situation tout n'est pas perdu sur la Corée du Nord. D'ailleurs, Tillerson le sent bien, puisqu'il a dit on pourrait essayer quand même de commencer à négocier. La Corée du Nord a procédé à 6 explosions, effectivement souterraines, mais il a procédé à des tirs de missiles, ça c'est clair. Mais elle n'est pas arrivée encore à combiner l'installation des têtes nucléaires sur les missiles. Et leur émission, si vous voulez, leur expédition à bon port, si je peux dire. Ça, c'est quand même compliqué. Et la combinaison des deux est quand même compliquée. Il y a des problèmes de guidage, de précision, de résistance à la rentrée dans l'atmosphère. Il y a des problèmes technologiques qui sont quand même complexes. Alors, à quelle distance sont-ils de la solution complète de ces problèmes qui leur permettrait de dire « ça y est, nous avons un missile doté d'une arme nucléaire qui peut atteindre les États-Unis ou même le Japon », est-ce que c'est calculé en mois, en années? Enfin, c'est pas en semaines en tous les cas. Ils en ont encore quand même pour un certain temps. Hein. Donc, ce certain temps, c'est un peu la zone de tous les dangers pour tout le monde. Hein. C'est la zone de tous les dangers pour la Corée du Nord, puisque c'est le moment, c'est un peu le no man's land qu'on traverse à toute vitesse pour arriver à enfin avoir l'arsenal qui vous donne la protection absolue, effectivement. Tant qu'on l'a pas, on est quand même fragile. Voilà. Et on est dans cette période-là, mais en même temps,
plus dans cette période où les Nord-Coréens se dépêchent pour atteindre enfin le but qu'ils recherchent, plus tout ce qu'on fait comme sanctions, comme imprécations, etc., les encourage à aller vite. Hein. Ça, c'est très clair. Toute la politique de Trump n'a qu'un seul résultat, c'est d'accélérer en quelque sorte le tempo du franchissement de cette dernière ligne droite. Alors, en plus, les sanctions ne produisent pas d'effet significatif. Enfin, c'est-à-dire, plus précisément, il y a une règle vraiment... les sanctions, ça marche quelquefois. Il ne faut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche quelquefois, mais ça marche en général sur des pays qui sont proches de vous, avec lesquels on a quand même des relations coopératives, on a des échanges, etc. Plus un pays est éloigné, plus il est replié sur lui-même, plus les sanctions, même s'ils lui font du mal, ne modifient pas sa façon de voir les choses. C'est l'histoire de l'Iran. Alors là, on peut tirer des conclusions entre les deux situations. C'est l'histoire de l'Iran et c'est l'histoire de la Corée du Nord. Donc, à un moment, il faut faire preuve de bonne volonté, se mettre autour d'une table, essayer de comprendre le point de vue de l'autre. C'est encore possible, il n'y a plus beaucoup de temps, avec la Corée du Nord. Il est possible, il faudra accepter l'état d'avancement technologique actuel de la Corée du Nord. Et donc de l'accepter pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pays du seuil. Voilà, on a vraiment le cas typique d'un pays du seuil. Il n'a pas encore l'arsenal nucléaire, mais il est voilà, à la limite de l'avoir. L'idéal, c'est de pouvoir l'arrêter à cet endroit-là, en lui disant « Ok, vous avez acquis cette technologie, on ne vous la retire pas, on l'accepte, mais vous n'allez pas plus loin en échange d'un certain nombre de garanties qu'on vous donne. » Ça ne peut être que ça, la négociation. Il n'y a pas d'autres éléments sur lesquels on peut bâtir une négociation avec la Corée du Nord. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas. Si Tillerson arrive à convaincre Trump, qui n'est pas convaincu, il y a peut-être une chance. Il ne faut pas oublier qu'on a négocié quand même. Dans les années 90, on a négocié avec la Corée du Nord avec des résultats qui n'étaient pas négligeables. Du temps de Bush père, par exemple, il y a eu quand même des résultats importants. Il y a eu... les États-Unis, par exemple, en 91, ont retiré les armements nucléaires qu'ils avaient entreposés en Corée du Sud, en geste de bonne volonté. Ça a démarré une négociation. Il y a eu un moment, une déclaration commune entre les deux Corées, disant qu'ils allaient travailler à la réunification. Bon, voilà. Il y a eu des négociations sur le nucléaire, des négociations sur le balistique, mais le Bush fils alors a tout cassé. Et c'est à partir de ce moment-là que tout est reparti. Hein. Tout est reparti et que le programme nucléaire et balistique a été véritablement relancé à grande vitesse. Voilà, on en est là aujourd'hui, mais on peut revenir peut-être à une atmosphère qui avait été celle des années 90, une atmosphère coopérative, disons, avec beaucoup de choses traves, on va pas les décrire, mais enfin, qui était quand même plutôt positive. Ça, c'est la première question. La réponse à la première question. La deuxième question, c'était plus général. Oui, comment ça serait peut-être une conclusion. Où en est le système de non-prolifération dans sa globalité aujourd'hui Le traité. Alors le traité. Le traité apparaît toujours comme incontournable dans la non-prolifération, mais il soulève quand même de plus en plus d'impatience de la part de ses membres, hein, et de ses membres non dotés de l'arme nucléaire. Et pourquoi en particulier ? Parce qu'il y a un article dans le traité de non-prolifération qui crée une obligation, quand même une seule obligation, enfin une forte obligation pour les États dotés de l'arme, pour les fameux 5 États dotés de l'arme. Ils s'engagent à négocier de bonne foi entre eux pour arriver à un désarmement général et complet. Article 6 du traité. Voilà, c'est l'article 6. Or, les pays qui n'ont pas l'arme nucléaire disent à ces 5 pays, écoutez, depuis 70, vous êtes engagés à négocier de bonne foi, soi-disant, le résultat aujourd'hui c'est 0, hein, ou à peu près 0. Donc la balance est inégale, et si vous continuez à faire preuve d'une aussi mauvaise foi, vous empochez tous les avantages du traité pour vous, qui vous reconnaissent un statut privilégié, et vous n'avez accompli aucune des obligations que vous fixez le traité. Et ça revient de façon récurrente à toutes les réunions d'examen du traité, qui ont lieu tous les 5 ans précisément, et chaque fois d'une façon de plus en plus acrimonieuse en quelque sorte. Est-ce que ça va craquer un jour ?
Je ne sais pas. Mais il est certain qu'il y a quand même une pression internationale pour un désarmement nucléaire général, hein, et complet, même si c'est un processus à long terme. Il y a même même Kissinger, des gens comme ça, on dit oui, c'était un but lointain, mais qu'il fallait atteindre. Il y a donc, voilà, c'est quand même dans la tête des gens. Il y a la fameuse traité, le prix Nobel de la paix, là ça va tout à fait dans le même sens. Alors les 5 pays résistent effectivement fermement. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Je crois qu'il y a une dame qui veut... Madame, oui. Oui, bien sûr. Oui. Alors, dernière question. Dernière question. Voilà, on va mettre au pluriel la dernière question. Les 2 dernières questions. Monsieur et ensuite madame. Ça va être autour de 2 Vous parliez tout à l'heure d'optimisme. Une chose pour l'Iran, pour revenir sur l'Iran, hein. Une chose pour l'Iran, d'une part, le guide n'est pas éternel. Il est quand même assez vieux maintenant, hein, et d'autre part, oui, mais et d'autre part, on peut appeler les pasdaran historiques, c'est-à-dire ceux qui ont vécu la révolution, qui l'ont fait. Maintenant, la génération est également vieillissante. Est-ce que dans les années à venir, encore au moyen terme en tout cas, la disparition de cette génération qui a fait la révolution ne peut pas amener à quelque chose de nouveau, d'une nouvelle perception du monde par un pays aussi, par une jeunesse entre autres, qui elle demande une ouverture plus grande vers le reste du monde. Et il y a quelques présidents aujourd'hui aussi qui tolèrent une certaine ouverture. D'autre part, même les pasdaran ont envoyé leurs enfants faire leurs études à l'étranger. Et donc ont aujourd'hui des aspirations autres que celles des gens qui ont fait la révolution. Non, vous avez raison, il y a en effet un basculement de génération. Qu'est-ce que ça va donner? On n'est pas encore certain, hein, ça va voir. Le guide, en effet, n'est pas éternel. Il n'est pas très très vieux, enfin il a 79 ans, il est 39, hein, voilà. Donc 78, 79, il fait plus vieux parce que voilà, enfin, mais on le dit très malade. Ça fait 15 ans qu'on dit. C'est vrai, il a un cancer. Non, il a de la prostate, un cancer du côlon, je crois. Mais enfin, tout ça se traite aujourd'hui. Enfin, il va quand même tenir. Il ne tiendra probablement pas plus de 3, 4 ou 5 ans. Donc c'est vrai, c'est quand même à horizon quand même relativement proche. Et c'est vrai que quand même le choix du guide. C'est pas un dictateur, le guide, mais c'est quand même la clé de voûte du système, et la personnalité comptera beaucoup. Est-ce qu'on arrivera à faire passer un guide plus ouvert, ou alors un conseil collectif? C'est toute la question qui se pose à l'heure actuelle. C'est l'enjeu sur lequel manifestement la classe politique iranienne travaille et réfléchit énormément. Mais c'est pas gagné, hein. On peut très bien aussi avoir un prochain guide qui sera aussi conservateur. Il y en a quelques-uns sur les rangs, aussi conservateurs que le guide actuel. Ceci étant, j'allais dire, tout ceci, il faut le dire, a assez peu d'influence sur l'évolution de la société iranienne. Je ne peux pas m'étendre trop, mais qui vit sa vie propre en quelque sorte, qui se développe, une espèce de marée montante absolument irrésistible, qui évolue de façon irrésistible, quel que soit le régime, et qui ne veut pas renverser le régime, parce qu'elle ne veut pas entrer dans un cycle révolutionnaire, mais qui demande au fond simplement que le régime lui fiche la paix et au maximum. Voilà. Cette espèce de jeu un peu compliqué qu'on va voir se dérouler sous nos yeux dans les années à venir. Alors, la dernière question. Dernière question, brève s'il vous plaît. Oui, parce que vous devez... Non, mais ça va, on est pas à 3 minutes, bien sûr. Oui, si. Est-ce qu'il n'y avait pas eu le début d'un programme de destruction des armes nucléaires qui était rentré effectivement dans les faits dans les années 90 ou 95. Où donc? Vous voulez dire dans le monde ou bien? Oui, enfin, donc, du côté des puissances nucléaires, il n'y avait pas eu le... Oui, il y a eu. Il y a bien eu un début de... Oui, il y a eu un début de diminution des arsenaux. Ça, c'est vrai. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'on est arrivé à un seuil où la Russie et les États-Unis considèrent que s'ils descendent au-dessus de ce seuil de quelques milliers quand même encore de têtes nucléaires, après, leur sécurité n'est plus assurée. Voilà. Ils ont supprimé le superflu, si vous voulez, dans leur tête, mais ils gardent le nécessaire. Ils ne veulent pas
entamer le nécessaire, hein, pour faire simple. Mais je crois que c'est simple mais vrai. Hein. C'est ça la réponse. Et dernière question, est-ce que la Corée du Nord... Oui, la Corée du Nord produit de l'uranium, et si elle n'en produit pas, qui est-ce qui lui en fournit? Non, elle le produit, elle produit à la fois de l'uranium et du plutonium. Elle produit les deux. Il y a deux façons d'avoir la bombe, c'est du plutonium et de l'uranium enrichi, et ils maîtrisent à peu près les deux technologies. Oui. Merci. Bien. Merci beaucoup pour cette